Vas-y. Moi, je crois qu'il faut revenir à des notions de biologie de base qui ont été mentionnées dans un de vos reportages. Notre plan se situe dans l'ADN. Il est copié dans des sortes, au fond, de copies de plans de travail qui sont en ARN. Et à partir de là, on les traduit en protéines. Les protéines, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui fait nos cheveux, une partie de la résistance des os, puis surtout toutes les fonctions. Par exemple, la contraction des muscles, tout ça, c'est des protéines. L'information va dans un seul sens chez nous. Voilà, si elle vous ne peut pas aller dans l'autre sens. Oui, elle ne va pas dans l'autre sens. Il y a certains virus, pas avec cet ARN, il y a certains virus qui ont des rétrotranscriptases, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. Et moi, ce qui me rassure, parce que je ne suis pas une généticienne, c'est que chaque fois que je fais un rhume, ou si j'attrape le Covid, mon organisme est inondé de milliards de molécules d'ARN qui forcent mes cellules à produire des virus et des molécules, etc., etc. Alors, si ça devait changer mon code génétique, ça se saurait depuis longtemps. Vous pouvez juste par oui ou par non dire, est-ce qu'il y a de l'aluminium ? Non. Est-ce qu'il y a des cellules d'embryons humains ? J'ai même lu ça. Non. Ok. Il n'y a pas de mercure non plus. Voilà. Alors, beaucoup d'interrogations et également et de méfiance sur la fabrication de ces vaccins ARN messagers, notamment sur la rapidité de la fabrication. Et donc la question qui est revenue souvent, est-ce que toutes les étapes et les conditions ont été respectées malgré l'urgence ? Toutes les étapes et les conditions ont été respectées, nous disent Swissmedic qui ont lu, moi j'ai lu que 400 pages, eux, ils en ont lu encore beaucoup, beaucoup plus. Mais tout n'est pas fini. C'est-à-dire que, par exemple, les études sur la stabilité, parlons de ça, la stabilité de ces vaccins et de ces molécules, je suis certaine que dans un mois ou deux, on nous dira finalement, vous pouvez les garder beaucoup plus longtemps, ça n'a pas besoin d'être si froid, ça peut être, etc. Parce que typiquement, tout a été fait en même temps. Normalement, on fait un bout de chemin, on se repose un peu, on attend, on fait l'étape d'après, on fait l'étape d'après, et c'est pour ça que ça prend un temps fou. Là, on a fait toutes les étapes en parallèle. Mais on nous assure, moi j'y suis pas, je travaille pas dans une entreprise pharmaceutique, mais ceux qui ont tout vérifié, ceux qui ont tout audité nous disent, on n'a pas coupé de coin, on n'a pas renoncé à la vérification de certaines choses. C'est seulement parce que l'argent a coulé à flot des gouvernements qui ne voyaient pas d'autre façon de sortir de cette crise qu'on a pu accélérer les choses. Et je termine pour donner un exemple, l'usine de Viège qui produit le vaccin Moderna, vous imaginez, elle est fonctionnelle. Elle a été planifiée il y a de nombreux mois avant que Moderna ne sache si leur vaccin marchait. Donc, ces firmes, avec l'aide des pouvoirs publics, ont fait un pari. Ils ont fait des choses en parallèle. Mais pour autant, le vaccin n'est pas accepté avant que l'ensemble des données, en particulier de ce qu'on appelle l'étude de phase 3, donc 30 000, respectivement 42 000 patients, je pense qu'il y a peu de vaccins qui ont été acceptés ce que avec je voudrais des bien études dire, aussi vous allez me massives. tuer pour ça, mais ça fait rien. Parce que là, tout d'un coup, tout le monde a l'impression qu'il suffit de claquer des doigts et on a un vaccin à 95% efficace. Mais les autres, ils se cassent la figure les uns après les autres. Vous avez entendu cette semaine, Merck a arrêté l'essai clinique de ces 2 candidats vaccins. Français, le pays de Pasteur, et ça coûte Sanofi, etc., etc. Et pourquoi ? Parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, parce que c'est des risques, et voilà pourquoi ils ne les auraient pas pris. Donc, c'est inespéré que cette technologie-là soit efficace. Je termine avec une question essentielle. Je sais qu'on n'a plus de temps, mais elle revient très, très souvent. Elle est intelligente parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses. Et c'est celle de la prévention face au Covid-19. Olivier Kuliker nous demande pourquoi personne, nulle part, ne parle de la prévention. Et notamment, est-ce que ça sert à quelque chose de prendre des vitamines C, des vitamines D, du zinc et tout ça, avant même de parler de vaccin ? Oui. Alors moi, je réponds qu'il n'y a aucune raison d'opposer tout ce qui renforce la santé, le système immunitaire, comme j'aime bien dire, bouger un peu, boire un peu, manger un peu, pas trop de tout, parce que l'excès n'est pas bon, prendre des suppléments, prendre des vitamines. D'ailleurs, les Français ont recommandé à tous les médecins généralistes de supplémenter leurs patients en vitamine D. Il y a plein de choses à faire, mais ça ne vous fera pas faire des anticorps et des cellules spécifiques du Covid. Donc c'est l'un plus l'autre. Pascal Mellan, cet ARN messager, au départ, il était destiné à mettre au point un vaccin contre le cancer. Comment on a eu l'idée de détourner cette recherche pour essayer de lutter contre un virus respiratoire, le SARS-CoV-2 ?
Alors, il faut dire qu'il y a là une véritable saga qui débute, moi je pense, il y a une trentaine d'années, en réalité, avec des découvertes au fond fondamentales jusqu'à il y a 15 ans. On verra ça tout à l'heure, mais l'idée... Et il y a une dizaine d'années, on a réalisé qu'on arriverait à faire, avec ce type d'approche, à faire produire des réponses immunitaires à des gens. Et en fait, cette recherche était surtout orientée vers des réponses immunitaires contre des tumeurs. Au fond, il y avait une motivation particulière à aller faire produire les antigènes par la cellule parce que ça permet de mobiliser des réponses immunes qui sont différentes en partie de celles qu'on obtient en injectant directement la protéine ou le virus. Et ça paraissait important. Maintenant, assez rapidement, et en particulier Moderna, a développé tout un portefeuille de projets de vaccins pour différentes maladies infectieuses. Par exemple, ce Zika virus, qui a été quand même une épidémie très sévère, qui a causé un nombre de malformations fœtales, qui a été un drame. Voilà. Donc, il y avait tout ce portefeuille de développement de vaccins aussi pour des maladies infectieuses. Alors, évidemment, quand on a une plateforme de ce type-là, et qu'on voit arriver le Covid, le SARS-CoV-2, eh bien, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à décider quel gène du virus on va faire exprimer par ces RNA messagers. Et à partir de là, on a déjà le vaccin, au fond, prêt à étudier. Et c'est ce qui explique pourquoi, en une année maintenant, on est passé, au fond, du début du projet, vaccin COVID-2, à l'application clinique, qui est effectivement d'une rapidité sans précédent. Claire-Anne Sigrist, c'est un peu une technologie de guerre. Hein. Est-ce que c'est la pandémie qui a boosté la recherche dans ce domaine? Ça aurait pris beaucoup plus de temps s'il n'y avait pas eu la pandémie. La pandémie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enfin fait mettre les moyens financiers nécessaires pour qu'une bonne idée devienne un produit. Aucune entreprise pharmaceutique n'aurait pris les risques financiers de faire construire des usines avant même de savoir s'il y aurait à la fin un vaccin qui aurait peut-être 10, 20, 30 ou 40% d'efficacité ou zéro et qu'on n'utiliserait pas. Aucune entreprise pharmaceutique aurait fait ça parce que leur but, c'est de rendre des comptes à leurs actionnaires. Donc, ce que la pandémie a fait, c'est qu'elle a fait investir les gouvernements, les États, l'argent public qui a coulé à milliards et à centaines de milliards. Et c'est ça qui a fait la différence. Alors, ça fait presque dire quand on veut, on peut, mais c'est plutôt quand on doit. On peut. Quand on n'a vraiment plus le choix et qu'on s'aperçoit que là, il faut mettre le paquet pour pouvoir offrir un moyen de sortir de ce fameux tunnel, eh bien, beaucoup de choses deviennent possibles. C'est ça la différence.